Bonjour à tous. Bonjour. Sébastien. Bonjour Hélène. Alors Sébastien, tu es le fondateur de Coventile. Et Coventile, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la voie humaine du succès ou comment accompagner les personnes dans leur développement à la fois personnel et entrepreneurial. Donc dans ce cadre, tu organises des ateliers, tu proposes du mentorat business, tu organises également des conférences. Et plus récemment, tu as créé le Club du Bonheur. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute un peu plus de cette question du bonheur. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire quelle place cette question du bonheur occupe dans ta vie? Alors, c'est une place vraiment très importante. Je te remercie de me poser cette question. Très importante parce que j'ai jamais, pendant très très longtemps, durant ma jeunesse ou durant les étapes de ma vie, j'ai jamais été tout le temps heureux. Ça a bien été le contraire, c'est-à-dire lutter pour pouvoir justement trouver sa place, savoir pourquoi on était fait, pourquoi on était né, quel métier on voulait faire. Tout un tas de questions qui font que c'est très très compliqué de se dire qui je suis et à quoi je sers. Et très souvent, le plus tôt vous avez trouvé cette réponse à la question, et le plus tôt vous êtes débarrassé de cette problématique. Mais par contre, ça peut revenir plus tard. Voilà. Le bonheur, je pense que c'est vraiment la finalité de nos vies. On doit vivre heureux. Pour moi, c'est important, c'est primordial justement pour continuer à avancer et pour être créatif, pour aider les gens, pour contribuer. Le bonheur, c'est vraiment quelque chose, c'est notre source d'énergie, c'est notre motivation, c'est vraiment tout ce qu'on veut partager dans le monde et dans la vie. Donc ça a une place très très importante pour moi. Le bonheur, c'est ce que je souhaite à tout le monde et c'est ce que je me souhaite à moi aussi. Voilà. D'accord, merci. Et est-ce qu'il y a eu plus précisément dans ton parcours de vie des moments de déclic par rapport à cette question du bonheur? Parce que là, on voit que ça tient une place extrêmement importante et que c'est quelque chose qui est au premier plan quasiment. Et voilà, comment est venu ce déclic? À quel moment de ta vie, dans ton parcours, ça s'est... Alors ça s'est fait progressivement en plusieurs étapes. Oui. Mais les déclics, j'en ai eu, je sais pas, une centaine, un millier, tu vois, depuis très très jeune. D'abord, c'est me dire que je me sentais un petit peu extraterrestre, que pendant que mes camarades de classe jouaient dans la cour, moi j'étais dans mon coin en train de réfléchir, en train de me demander mais pourquoi les gens ils viennent pas me voir, me proposer de jouer avec eux. Voilà, et ça c'était déjà une première réalisation que j'étais pas comme tout le monde, déjà d'une part, et d'autre part je me posais des questions sur mon existence. Et ça m'empêchait en fait de vivre dans l'instant présent et de vivre dans le bonheur. Donc ça c'était un premier déclic. Ensuite il y a l'éducation, l'éducation que m'ont donné mes parents, sur le fait que voilà, quand nous on est arrivés en France, mes parents devaient travailler. Donc du coup, j'ai pas grandi avec mes parents. J'étais souvent laissé seul à moi-même. Donc voilà, c'était pas dramatique. Mais le manque de présence parentale, parce que mes parents travaillaient relativement tard, le manque d'affection aussi, parce que quand ils rentraient, ils étaient fatigués. Tout ça, ça fait que je me posais encore plus des questions sur mon existence de petit enfant et que je me demandais en fait pourquoi les autres rigolaient, étaient insouciants dans la vie, alors que moi je me posais des tas de questions. J'étais en recherche de qui j'étais en recherche de mes parents, alors qu'en fait on se voyait tous les jours. Mais on n'avait pas le temps de mettre en place des liens de communication avec mes parents. Donc j'ai grandi tout seul et donc je me suis senti pendant très très longtemps comme un vilain petit canard, comme quelqu'un de délaissé. Et puis ensuite il y a d'autres étapes, alors je pourrais vous en raconter plein, mais il y a les étapes amoureuses, votre premier amour, où vous faites plaquer lamentablement.
Et ça, c'est toujours un moment de réalisation fort. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que le premier amour, tu te dis, bon bah voilà, c'est la femme de ma vie, on va se marier, on va avoir des enfants. Et puis au début tout va bien, il y a l'excitation, et puis un beau jour ça s'arrête. Et là, moi j'ai vraiment ressenti que le monde tremblait sous mes pieds, mais littéralement. C'est-à-dire que je sentais que le sol bougeait, littéralement. Et donc, ça a été des tas de choses comme ça, professionnellement plus tard. Il y a aussi des moments où j'ai voulu créer des choses dans ma vie, où j'étais plutôt fier en fait de ce que j'avais créé, de ce que j'avais bâti. Et jusqu'au jour où quelqu'un vient et vous dit ce que tu fais c'est nul. Donc aucune considération justement de la part de la hiérarchie, aucune reconnaissance. Et d'un seul coup, c'est le blackout parce que tu te dis c'est pas possible. J'ai travaillé toute ma vie pour exister. J'ai travaillé toute ma vie pour réussir une carrière. Et au final, je me retrouve avec des gens qui te la détruisent du jour au lendemain, tout simplement parce qu'ils portent un jugement sur toi, parce qu'ils ont leur propre intérêt. Et tes intérêts ne sont pas dans les leurs. Donc du coup, des tas de réalisations. Et puis plus tard, j'ai eu des réalisations qui n'étaient pas liées à moi-même. J'ai eu des réalisations qui étaient liées plutôt aux gens que je connaissais, des gens qui vivaient des moments très très difficiles aussi. Et je me suis aperçu que au final, j'étais pas tout seul dans ce combat de la vie. Et que quand on allait rechercher justement la réussite sociale, la réussite professionnelle, etc., on oubliait que le plus important, c'était le bonheur. Le plus important, c'était d'être en joie, de vivre du bonheur, que ce soit déjà en soi, et puis de vivre du bonheur avec les proches, avec les gens qu'on aime. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante dans la vie. Et je crois que parce qu'on a beaucoup de pression, on a beaucoup tendance à l'oublier. Ouais. Et pour toi, si on s'intéressait davantage à cette question du bonheur, quel impact ça pourrait avoir au niveau sociétal? D'accord. Alors je suis profondément convaincu, et je pense que je ne suis pas le seul à le dire, c'est que l'être humain ne réagit pas forcément, alors il réagit un peu, mais il ne réagit pas forcément qu'à la douleur, qu'à la peine, qu'à la crainte. Oui. Parce que ce qui se passe, c'est que l'être humain est fait de telle sorte, est constitué de telle manière, le cerveau humain notamment, est constitué de telle manière qu'il protège les êtres. Ça veut dire que lorsque vous vivez quelque chose de pénible, de difficile, le cerveau va faire en sorte de venir contrecarrer en fait cette perception que vous avez de la vie, d'une situation qui est difficile, et vous préserver. Il va vous dire c'est ok. Donc quand on vit une douleur une fois, ça fait très mal. On la vit 2 fois, ça fait un peu moins mal. Quand on la vit tous les jours, ça devient une habitude. Donc ça veut dire que le cerveau, quelque part, il s'est adapté aux situations et il vous a préservé, en tout cas, de la douleur. Ce que ça veut dire, c'est que derrière, en fait, votre cerveau rend normal ce qui est pénible à la base. D'accord ? Et ce que je veux dire par là, c'est que si jamais, comme c'est souvent le cas aujourd'hui, on vous disait tiens, Hélène, fais pas ci parce que tu vas te faire gronder. Hélène, fais pas ça parce que tu vas rater ta vie. Ne sois pas feignante parce que tu vas pas avoir ton diplôme et tu vas rater tes études. À force de vous parler comme ça, finalement votre cerveau va venir s'adapter et il va vous dire c'est pas grave. C'est pas grave si tu rates tes études, c'est pas grave si le monde s'écroule autour de toi, c'est pas grave si tu rates ta vie. Il y a beaucoup de gens comme ça qui aujourd'hui ont pris l'habitude de se dire c'est pas grave. Et c'est vraiment, selon moi, c'est vraiment dommage. Parce que du coup, il n'y a plus rien qui les fait réagir. Il n'y a rien qui est grave pour eux. Oui. Et comme il n'y a rien qui est grave pour eux, il n'y a rien qui vaut vraiment la peine de se battre très fort pour pouvoir réussir à faire mieux. Au contraire, moi je pense que ce qui motive vraiment les gens, c'est
c'est justement pas de leur répéter en longueur de journée, si tu fais pas ci, il y aura telle conséquence, si tu fais pas ça, il y aura d'autres conséquences, etc. Moi, ce qui motive les gens, c'est une vision du bonheur. C'est de se dire, voilà, si tu fais ça, voilà ce que tu peux obtenir, voilà ce que tu peux vivre, voilà ce que tu peux toucher du bout des doigts, tes rêves, tes ambitions, tu vois. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est un vrai levier d'action pour les gens. Okay. Et ça, c'est vraiment pourquoi le bonheur, pour moi, ça a une dimension beaucoup plus importante que juste être de nager dans le bonheur, dans le monde des bisounours. Ouais. C'est une dimension dynamique. C'est une force dynamique, énergique, qui permet aux gens de passer à l'action, qui leur permet de réaliser un certain nombre de choses et qui leur permet de concrétiser des réussites, des succès, de vrais succès. Mais vraiment être connecté à son bonheur. D'accord, et c'est vraiment un levier d'action, que ce soit pour soi ou pour n'importe quelle cause qui a besoin de mettre en place des changements importants et d'y aller, si je comprends bien. Alors ça a aussi un double intérêt maintenant que tu m'en parles, c'est que le deuxième intérêt, c'est dans les relations humaines, les relations vis-à-vis des autres. C'est le fait que, justement, je ne sais pas si tu as remarqué, mais un père ou une mère qui rentre du boulot, qui va pas bien parce qu'il a passé une sale journée, quelle disponibilité il a vis-à-vis de ses enfants? Quelle disponibilité il a dans son couple? Quelle disponibilité il a pour pouvoir écouter l'autre? Très souvent, pas beaucoup. D'accord? Alors que, en fait, si vous êtes dans du bonheur, vous n'avez pas en arrière-plan, quelque part dans votre tête, quelque chose qui vous préoccupe et qui vous fait penser en permanence à un problème, que vous devez solutionner. Donc, en vivant véritablement heureux, vous êtes vraiment à l'écoute de l'autre. Vous n'êtes pas irascible, vous n'êtes pas agressif, parce que vous avez réglé au fond de vous des tas de problèmes et vous êtes donc plus apte à écouter l'autre vraiment profondément et à partager du bonheur. Et si tout le monde était capable de partager du bonheur, je pense que le monde irait beaucoup mieux. Je crois que les problématiques de jalousie, les problématiques de peur, les problématiques d'angoisse, les problématiques de violence seraient simplement réglées dans le monde entier parce que les gens seraient plus heureux et auraient plus de bonheur. C'est impossible, selon moi, si vous êtes heureux dans votre vie et que vous avez du vrai bonheur au fond de vous, de vouloir du mal à quelqu'un. C'est vraiment impossible. Il y a vraiment une question de responsabilité finalement, c'est-à-dire que ça va avoir des conséquences très importantes. C'est pas simple d'être heureux, mais c'est vraiment un chemin à suivre. Sinon, c'est un petit peu la porte ouverte à des relations destructrices et à toutes sortes de conséquences négatives, si je comprends bien, voilà, que ce soit un impact au niveau de sa petite cellule familiale de façon beaucoup plus large autour de soi. D'accord. Conséquences sur toi et sur les autres. D'accord. Et du coup, toi aujourd'hui, dans ton activité, comment est-ce que ce que tu fais, c'est lié à cette question du bonheur? Alors, mon activité principale, c'est d'être mentor business. Voilà. Et c'est très marrant parce que dernièrement, j'ai participé à un événement où on me posait des questions justement, comment tu faisais pour passer à l'action, avoir une certaine discipline, etc. etc. Et il y a tout un tas de réponses possibles à ça. Il y a notamment des réponses qui sont de l'ordre de s'organiser dans son temps, de mettre en place des habitudes, etc. Et moi, tout ce que j'ai répondu, c'est que j'ai découvert la puissance de l'émotion. C'est-à-dire que, en fait, j'ai essayé, j'ai lu et j'ai suivi des tas de choses, de concepts en termes de développement personnel. Et ben, c'est super intéressant, mais ça n'a pas marché pour moi. Et je me suis aperçu que pour moi, mon driver, c'était l'émotion. C'est-à-dire que
c'est un petit peu comme, je sais pas, pour ceux qui connaissent Rocky Balboa, le jour où tu te retrouves pour une raison X ou Y dans ta voiture avec la rage au ventre de vouloir te battre à devenir le champion du monde, et ben tu es dans une émotion. D'accord? Et quand tu es dans cette émotion-là, il n'y a plus rien qui t'arrête. Donc je me suis dit, moi, il y a quelque chose qui est vraiment important, c'est mon émotion. Et si possible, une émotion de joie et de bonheur. Donc si j'arrive à me connecter et à me souvenir que chaque chose que je fais dans ma vie, chaque action que je mets en place, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la raison d'être de cette action, si j'arrive à la relier à une émotion qui est positive, j'agis. Et j'agis vite. Voilà. Et je suis vraiment quelqu'un de particulier à ce niveau-là. C'est-à-dire que si j'arrive à relier ça à une émotion positive de bonheur, j'agis très vite. Je ne me pose pas 36 000 questions. Je ne me pose pas justement des questions notamment sur les étapes, le process, etc. Ça ne veut pas dire que je fais les choses bien. Je pourrais peut-être aller faire les choses mieux. Mais en tout cas, plutôt que de faire des choses parfaitement, en tout cas, je fais des choses. Et je fais des choses parce qu'elles sont reliées à l'émotion que j'ai là dans le cœur. Et je me lève le matin et je me dis, qu'est-ce qui me procure de la joie tout de suite, maintenant? C'est d'organiser un événement, c'est d'appeler cette personne parce que je sens qu'avec cette personne, je vais pouvoir avancer. C'est de créer des partenariats, c'est de travailler avec mes clients. Parce qu'en fait, je me connecte à l'émotion que je vais procurer ou que ça va me procurer avec les gens. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important parce que quand on accompagne des gens, il faut se dire que très souvent, quand on est parti dans le processus d'accompagnement, dans les étapes, etc., ça devient plutôt un déroulé technique pour moi. D'accord ? Mais moi, ce que j'oublie pas, c'est que la personne que j'ai en face de moi, c'est une personne que j'ai envie d'aider. Et je veux lui créer de l'émotion à cette personne. J'ai envie de l'impacter. Et je le vois dans ses yeux, je le ressens dans son énergie, je le sens dans son cœur. Et quand la personne, je lui dis quelque chose et qu'elle me fait un sourire, qu'elle est émue, qu'elle me remercie de ce que je fais, bah c'est ce que je recherche, quel que soit mon client. Sur le point de vue du développement personnel, comme sur le point de vue du business. Tu vois, ça c'est vraiment important. J'ai des beaux-parents, ils sont psychiatres et ils aident des gens, ils aident concrètement des gens. Mais je trouve que l'approche est froide. Elle est froide, tu vois. Et j'ai beaucoup de respect pour eux, mais je me dis, voilà, moi, ce qui me drive, c'est l'émotion. Je pense que si tout le monde pouvait se connecter à l'émotion des personnes en face d'elle et se dire, est-ce que la personne que j'accompagne là en face de moi, est-ce qu'on est dans un déroulé plus ou moins mental, ou est-ce que je suis en train de véritablement débloquer des choses chez mon client? Et ça, vous le voyez dans les émotions que vos clients vous transmettent et que vous transmettez. Et ça, c'est vraiment très important, c'est fondamental quand on veut aider les gens. C'est vraiment la clé du succès, remettre de l'humain, de l'émotion, se connecter à sa joie et de remettre ça tout le temps finalement au centre de l'activité, du business. Et pas seulement être derrière la partie technique. Et pourquoi c'est important? Parce que je pense que pour beaucoup d'entrepreneurs, des gens qui sont dans l'accompagnement, on fait face à des demandes de plus en plus grandes et de plus en plus complexes. Donc par rapport à ces demandes de plus en plus grandes et de plus en plus complexes, on peut être amené à faire des promesses qui sont difficiles à tenir. Genre gagner de l'argent en peu de temps, genre réussir à dépasser certaines peurs, certaines croyances en très peu de temps, etc., etc. Donc, si vous faites ça, vous prenez le risque de décevoir vos clients. D'accord? Je veux dire par là, si vous faites ça de manière non émotionnelle, prenez le risque de pouvoir décevoir vos clients parce que la promesse que vous avez faite, vous ne la tenez pas. En tout cas, de la perception des gens,
vous pouvez en fait donner l'impression de ne pas tenir vos promesses. Et chacun a sa perception qui lui est propre. Par contre, si vous êtes connecté aux gens, si vous communiquez de l'émotion, d'accord, cette émotion-là, elle est sincère, elle est authentique. Et ça, c'est quelque chose que le client ne pourra pas vous dire qu'elle n'existe pas. Ok, merci. Voilà. Donc si on résume un peu, finalement, remettre cette question du bonheur au centre, c'est pas seulement accompagner les personnes à passer à l'action, c'est en même temps les accompagner à devenir et à vivre en quelque sorte cette expérience entrepreneuriale, vraiment de l'intérieur, avec les émotions, avec ses tripes. Est-ce qu'on pourrait le résumer de cette façon-là? Ouais, alors je pense que pour résumer, il s'agit de vraiment vivre ses émotions, d'une part. D'autre part, les accueillir, les accepter, pour pouvoir accueillir du plein bonheur en soi. Et parce qu'on accueille du plein bonheur en soi, on est en paix avec ses émotions, on les comprend, on les accueille, on est capable d'en communiquer. Parce qu'on ne peut pas communiquer des choses que l'on n'a pas en soi. Okay. Donc être capable de communiquer ses émotions pour pouvoir avancer, pour pouvoir partager du bonheur et pour pouvoir permettre à votre entreprise ou vos ambitions de se réaliser pleinement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est fondamental et c'est pour ça que j'ai créé le Club du Bonheur. C'est pas pour créer un monde de bisounours, c'est pour créer en fait une bulle dans laquelle les gens peuvent parler librement, sans jugement, avec bienveillance et laisser place à leurs émotions pour pouvoir ensuite eux-mêmes transmettre ces émotions et avoir de l'impact sur eux-mêmes, comme sur les autres, comme sur leur business. Voilà. Merci beaucoup Sébastien. Merci beaucoup à toi Hélène.